Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle saison de Power Sport News. C'est le 10e épisode de Power Sport News, l'émission de toutes les compétitions moto. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Pour débuter fort cette année, on part à la découverte d'une compétition de vitesse originale, l'European Bikes. Une Coupe de France ouverte à toutes les motos hyper sportives européennes. Pour nous en parler, Thierry Capella, son organisateur. Place ensuite à l'enduro avec l'équipe de France Trophée qui est championne du monde 2024 en ISDE après 7 longues années d'attente. Mais qu'est-ce que l'ISDE ? Théo Espinas, référence en enduro et pilote dans cette équipe, nous explique tout. Retour sur la carrière du grand journaliste Eric Sellis qui évoque pour nous ses différents métiers dans l'univers moto. Enfin, focus sur les jeunes mécaniciens de compétition moto avec le parcours dans cette branche de Sullivan Chevalier, encadré par le team manager du Yoshimura CERT Motul, Damien Saulnier, qui est également professeur de mécanique au Junior Team Le Mans Sud Suzuki. Et pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison de Power Sport News, avec nous, un habitué sur le plateau, Pascal Tomec de Motul. Salut Pascal. Bonjour David, bonjour à tous. Et bonne année. Également. Et avec nous sur ce plateau également, Thierry Capella. Salut Thierry. Et bonne année. Salut David, merci. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Et une nouvelle saison de vitesse, on va parler de vitesse avec toi Thierry. Tu es l'organisateur d'un championnat qui se déroule dans le cadre du championnat de France de vitesse qui s'appelle l'European Bikes. Voilà, tout à fait, une Coupe de France European Bike dans le cadre du championnat de France Superbike. Et alors European, Pascal, parce que ça ne regroupe que les motos européennes, à la différence des japonaises notamment, et maintenant et bientôt des chinoises. Mais donc on a quoi comme marque, Pascal ? Ducati, Aprilia, BMW. Il peut y avoir des KTM. Il y a eu des triomphes aussi. Des triomphes également. Ouais, tout à fait. On est vraiment dans notre partie européenne. L'Europe donc, est réunie chaque week-end avec Thierry. Et vous soutenez avec Motul ce championnat, cette formule, qui n'est pas une formule de marque, hein, c'est une formule, voilà, les motos européennes, et il y en a beaucoup. Il y en a de plus en plus. Il y a ceux qui font des track days, qui vont rouler le week-end. Et puis il y a ceux qui regardent le MotoGP, ceux qui regardent le Superbike mondial, et ceux qui n'ont pas forcément des jeunes pilotes, mais qui veulent être des pilotes comme ceux qui passent à la télévision. Ils s'achètent des motos magnifiques. Ils sont tous derrière une grille, tous aussi beaux les uns les autres, des combinaisons rutilantes, des casques exceptionnels, et ils font leurs courses entre eux, et ils sont absolument pas ridicules. Et alors donc c'est une catégorie de vitesse, Thierry, c'est des motos dérivées de la série, des motos de série. Ouais, Comment c'est venu cette idée de European Bikes ? En fait, j'avais commencé en 2007 avec un challenge qui s'appelait le Top Twin Unlimited à l'époque, puisqu'il y avait très peu de cylindres. Voilà. Et puis au bout de 3 ou 4 ans, j'avais le plaisir d'avoir Pascal comme partenaire aussi au tout début de cette histoire. Et puis moi j'avais été officiel Ducati en 2000 avec David Muscat en Super Sport, donc j'ai toujours eu une faiblesse particulière, mais si je dis faiblesse, mais pour les bicylindres, pour les billes, j'avais pas trop mal roulé avec ces motos, et j'avais vraiment craqué sur ces machines-là. J'avais roulé pour Bouclon de Motor à l'époque aussi, on avait gagné les 6 heures, etc. Parce que tu as été pilote, hein, donc on le précise, organisateur de course de vitesse, mais ancien pilote. On a fait un peu de moto, on a fait ensemble aussi, je crois, on a fait des endurances, on a fait un peu de... On a fait un 24 heures, un bol d'or. Un bol d'or ensemble, absolument. Donc voilà, donc je me suis dit, j'aime ces motos, j'aime ce caractère, j'aime la marque. Je suis d'origine italienne, donc bon voilà, un petit mélange de tout ça qui fait que... Et puis au bout de 3 ou 4 saisons, déjà la fédération m'avait demandé de venir sur le Superbike France. Je voulais essayer de trouver un gage, le championnat de France FSBK, et je me suis dit, bon,
Ducati va arriver, on va commencer sur du V4, on va commencer à changer les moteurs, commencer à être en 1200, 1190, les cylindrés, on arrive au bout un petit peu de ces moteurs. Parce que tu suis un peu les évolutions de la production, forcément. Donc, il faut pour pouvoir appréhender sur les 3 ou 4 ans ce que va pouvoir être une nouvelle moto, comme quand j'ai eu les KTM. J'ai des rares à voir les KTM RC 1190. Et donc là, en ouvrant sur les motos européennes, a priori, ça disqualifiait les 4 cylindres. Sauf que BMW est arrivé avec un 4 cylindres. Or, BMW est européen. Ah, tu t'es retrouvé coincé un peu sur ton concept là. Oui, je me suis retrouvé coincé. J'avoue que je me suis retrouvé coincé et je m'attendais surtout pas à ce qu'il y ait autant de S1000 RR. Parce que c'est vrai que c'est une moto, moi j'ai roulé la moto aussi, donc c'est une moto assez facile. C'est la BMW, une bonne moto. On avait fait les Suzuki en endurance, etc. Et là, je me suis dit, bon, la moto, elle arrive, elle est abordable en prix. On connaît BMW, ça fonctionnait. Un bon électronique. Je me suis dit, bon, une Ducati, ça reste quand même un peu plus cher au catalogue. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, bon, elle est européenne, il n'y a pas de raison que je ne l'accepte pas. Et donc là, je suis passé au 4 cylindres, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, donc c'est vrai que j'ai un quota maintenant qui commence à réduire, parce qu'on a d'ailleurs qu'à eu le titre cette année, et je les salue, parce que je sais qu'à la maison mère de chez Aprilia, Piaggio au groupe, j'ai pas trop de retour vis-à-vis de la compétition. C'est un peu, moi je suis un peu peiné de cela, mais on est champion en titre cette année avec une RS-V4. Avec une RS-V4. Devant une armada de BMW et de Ducati V4R. Donc Aprilia a un titre et on n'a pas de son, pas d'image. Donc bon, je les connais un petit peu les gens là-bas. Je connais les concessionnaires qui eux se battent beaucoup pour qu'il y ait justement des Aprilia vu leur engagement en mondial, en MotoGP, etc. Et en France. J'ai l'impression qu'on préfère un peu plus vendre du 2 roues utilitaire que des motos à caractère, on va dire. Alors qu'elle est au catalogue. Ça veut dire qu'elle est diablement performante, cette V4. Elle est très performante, absolument. Parce que les Ducati V4 et les BM, ils sont pas en reste. Ils sont pas en reste. Une bonne V4, une V4S, ça fonctionne très bien. Donc Aprilia, je trouve ça dommage. J'avais une autre idée aussi. Pas la révéler là, mais j'avais une autre idée pour Aprilia qui aurait pu vraiment très bien fonctionner, qui fonctionne très bien en Italie, la RS 660 Cup. Ouais. Donc j'avais des idées, j'avais les partenaires qui me suivaient, etc. Et bon, ça s'arrête là parce que ce ne serait que de la force des concessionnaires, mais pas de la maison mère. Moi, mon plombier, la personne qui fait la plomberie chez moi, qui répare et qui entretient ma chaudière, participe à l'European Bike. Donc, il a une BMW, il a acheté une BMW avec un copain, ils ont acheté une moto à 2 et il participe à l'European Bike. Et quand il vient à la maison, on passe plus de temps à parler de l'European Bike que de mon tuyau de chauffage qui est percé. Donc, je reconnais, c'est vrai. Mais c'est vrai que toutes ces belles motos, les constructeurs leur vendent. Il faut bien que ces gens puissent rouler. Et quand ils sont à l'European Bike, ils vont circuit Carole, ils vont à Manicourt, ils vont au Mans, ils vont des circuits qui sont prestigieux. Et puis, ils roulent avec les motos les plus belles qui sont vendues sur le marché. Et alors, c'est pas seulement des belles motos et des beaux pilotes, c'est des pilotes rapides, Thierry. Oui. Le niveau en European Bikes. Alors, rappelle-moi, combien de courses? C'est calqué sur le championnat de France? Cette épreuve, donc on est exclusif on a l'exclusivité justement sur le championnat depuis 12 ans maintenant. Donc cette épreuve, on suit le calendrier en fait, si tu veux. Il y a eu des fois où il y avait 6 courses, donc on calait sur 6 courses. Et il y a 14 manches, puisque moi j'ai pratiqué, je suis un peu en décalage par rapport au schéma Superbike, c'est-à-dire que j'ai une qualification le samedi matin, une course l'après-midi, et on reprend une nouvelle journée avec une qualification le dimanche matin et une course le dimanche après-midi, plus 2 séances d'essai le vendredi. Et alors, je crois que c'est une catégorie où il y a le plein. Hein. Toi, tout est plein? Écoutez, les places sont du bois, mais oui, là, on a ouvert il y a 5 ou 6 jours. On est déjà à plus de 25 pilotes. Parmi tes multiples talents, Thierry, il y a la chanson aussi. Et tu sais que dans cette émission... pas prévu dans cette émission, mais en plus, tu as un nom qui prédestine, hein, Capella. Tu l'avais jamais fait. Tu peux nous pousser la chansonnette? Là comme ça, non. Là comme ça, non. Non, ça va pas être ça. Non, mais on peut. Mais bon, voilà, on y est. On y est. Merci Thierry. Merci. Et c'est vrai que t'es crooner un peu, c'est ça. Hein, on fait du Dean Martin, des choses comme ça, des Sinatra, pour s'amuser, toujours pareil, c'est tout dans le plaisir. Voilà. Que du plaisir. C'est pas ce qui me fait vivre, mais ça. Merci d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci à toi. De t'accueillir ici pour parler de l'European Bikes, de GP Racing et aussi de Sinatra. Merci Pascal, tu restes avec nous. Oui. Donc on continue l'émission. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de Power Sport News, toujours avec Pascal Tomek. Et nous recevons pour notre rubrique Enduro, Théo Espinas. Salut. Bonjour à tous. Donc toi Théo, tu as gagné en 2024 les ISDE. Les ISDE, c'est la grande épreuve par nation de l'enduro. Tu nous expliques ? Ouais, ça me met les frissons. C'était incroyable. C'était 15 jours de folie avec le staff quand même, parce que le staff, on le voit pas, ils travaillent dans l'ombre. C'est quand même un travail incroyable. C'est un peu grâce à eux qu'on a quand même le titre, parce que c'est l'intendance. Et les ISDE, on est d'accord, c'est l'épreuve reine en enduro par équipe, par nation. Bien sûr, c'est la référence, quoi. Les ISDE, c'est ce qu'il faut gagner, quoi. T'en as rêvé d'arriver jusqu'à ce niveau ? Bien sûr, ouais. Ça fait maintenant quelques années que je participe aux ISDE, que j'étais un junior, etc. Du coup, c'est quand même un travail qu'on fait tous les jours pour réussir à ramener cette coupe, quoi. Et alors, c'est une coupe, c'est-à-dire qu'il y a les championnats. Toi, tu participes au championnat du monde. Exactement. Voilà, d'enduro, catégorie. Là, j'étais en élite. En élite 1, et je fais le France aussi. Voilà, championnat de France, exactement. Championnat du monde. Voilà. Et alors, ça, c'est des championnats. Mais comme dans d'autres sports, il y a une coupe, c'est-à-dire ça se déroule c'est une épreuve sur 15 jours. Et c'est les ISDE, c'est un peu la Coupe du Monde de l'enduro. Pascal, toi, les ISDE, ça te ramène à des années folles, dingues. Le meilleur souvenir que le monde peut avoir des 6 jours, c'est Steve McQueen. Les 6 jours, voilà. Les 6 jours, les International 6 Days of Enduro, c'est ça hein, ISDE, International 6 Days of Enduro. Exactement. Donc ça dure 6 jours et oui, on se souvient de Steve McQueen aux ISDE. Qui est toujours en actualité sur les salons de la moto par les marques de casques, la marque de vêtements, la marque de moto. Donc ces Américains qui viennent en Europe participer à une course d'enduro. Maintenant, l'Europe, effectivement, va à l'autre côté de l'Atlantique affronter les Américains, mais pas seulement ceux du Nord, ceux aussi du Sud. Le monde entier en off-road se retrouve pendant 6 jours. C'est exceptionnel. Est-ce que cette imagerie, cette légende des ISDE, des anciennes ISDE, court encore aujourd'hui, ou pour toi c'est une compétition actuelle et puis point, tu te retournes pas sur le passé? Si, il faut regarder quand même. Je pense qu'en France, on a quand même un beau passé sur les ISDE et pas que, sur le motocross, etc. Du coup, oui, ça reste. Moi, je regarde quand même le passé et c'est ce que je voulais refaire. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait avec l'équipe, de ramener cette coupe. C'était vraiment important. 7 ans depuis 2017. Il y avait qui dans l'équipe? Tu te souviens 2017? 2017, il y avait, si je me souviens bien, Taroux. Ouais. À l'époque. Jérémy Tarou. Bellino, il me semble. Mathias Bellino. Mathias, oui. Mathias, il y avait, Méo, il était plus là. Il y avait Nambotin. Nambotin, ouais. Christophe, ouais. Je ne me rappelle plus du quatrième. C'est pas mal. T'es bon en quiz. T'es bon en 50. Quiz. Alors, l'équipe, vous êtes 4. C'est ça? Oui. Ça a toujours été comme ça? C'est toujours 4 pilotes? Avant, il y avait des jokers. On pouvait remplacer les pilotes et ça, ils l'ont enlevé. En fait, quand il y en avait un qui se blessait, on avait des jokers. Maintenant, c'est 4 et point barre. Quoi. Et alors, le principe, est-ce que c'est différent du championnat du monde d'enduro sur la mécanique de la compétition? C'est différent dans le point de vue, c'est qu'en fait, on fait nous-mêmes la mécanique, quoi. Voilà. Ouais. C'est quand même dur, quoi, parce que en plus de faire la journée de moto de 6h, 7h de moto, en plus on rentre le soir, on doit tout démonter, tout faire la mécanique. Eux, ils ont le droit juste de faire tout ce qui est liquide. Parce que là, en enduro, vous avez des mécaniciens. C'est ça. Et là, sur les 6 jours, c'est vous. Donc il faut changer les pneus. Quand vous avez la journée de moto dans les pattes, il faut encore donner. Il y a changer les pneus, mais il n'y a pas que. C'est démonter les roues, c'est de A à Z. Ça veut dire que ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas casser les pièces aussi, par exemple, parce que c'est à nous de les changer. Oui, parce que là, tu n'as plus un mécanicien à qui tu dis bon, tu me changes les rayons. Là. Exactement, c'est lui qui me dit c'est toi qui vas changer les rayons maintenant. Alors là, on a un temps. On n'est pas full, c'est qu'on a 10 minutes, on arrive au CH, c'est 10 minutes à peu près. Du coup, c'est quand même la course, quoi. Et donc,
Vous avez tous une moto différente parce que vous avez des contrats avec des marques. Toi, c'est Beta. Exactement. Et puis tes coéquipiers, ils roulent sur d'autres marques. Oui, il y avait Sherco, il y avait TM et il y avait Honda. Voilà, 4 marques différentes. Parfois, vous pouvez rouler sur la même marque, mais là, en l'occurrence, vous étiez 4 pilotes de 4 usines différentes. Il n'y a pas de problème pour les marques à vous fournir les motos Non, au contraire, c'est quand même important quoi, pour l'image. Ça reste une course, c'est la course la plus importante et il faut, pour une marque, on ne peut pas ne pas participer. Quoi. Alors, on a vu des images, notamment à l'Alpe Aventure Moto Festival. Il y avait un concours, je crois que c'est Pirelli qui organisait ça, un concours de démontage, remontage de roues, de pneus, un pneu arrière cross, enfin enduro, c'était enduro. Et il chronométrait. Alors Pascal, j'ai un petit quiz pour toi. Le meilleur temps, il a été fait en combien de temps? Je précise, sans fluide, sans graisse. D'accord, avec sans des graisse. bibs, avec des juste des chambres à air. Sans chambre à air. Ouais. Oh, quelqu'un de pas mauvais, démontage, remontage, il faut au moins une bonne demi-heure. Tu dirais combien, Théo? Les meilleurs. Hein. Les meilleurs, ouais. Les meilleurs. Demi-heure. Montage, remontage. Démontage avec les démonts de pneus. Que le pneu, la roue est déjà démontée. Ouais, elle est par que le terre. pneu. C'est, je pense, 5 minutes, je pense. T'es plus proche que Pascal, c'est 2 minutes 20. 2 minutes 20, et je l'ai vu, je l'ai filmé. Hein. Elle est dans mon téléphone, celle-là. C'est incroyable. C'est impressionnant. Ça me choque pas. Non, c'est... Faut des bras, quand même. Mais moi, je pense que chambre à air, c'est plus facile qu'une mousse. C'est déjà dégonflé. Le seul truc, c'est passer la valve dans le trou. Ça, c'est le plus long. Sans penser à la chambre. C'est pour ça que j'ai dit 5 minutes. Parce que moi, je sais que ça passe pas pour moi. En tout cas c'est impressionnant. Faire sa propre mécanique. C'est aussi ça aussi, parce que c'est un concept de compétition. Parce que non seulement il faut des talents de pilote, mais il faut aussi des talents de mécanicien. Et ça, c'est une discipline complète. Ça fait partie de la culture de l'enduro. C'est savoir partir pendant 80, 90, 100 km lorsqu'ils sont dans un chemin et qu'ils se loupent et qu'ils se prennent une branche, une racine ou un trou. Ils tombent. S'ils tordent un levier, tordent un guidon, ils cassent un sélecteur, ils démontent. Ils font leur mécanique eux-mêmes. Donc après, quand ils arrivent au CH, quand ils arrivent au contrôle de square, c'est un petit peu différent. Mais quand ils sont libres et à rouler, ils roulent quand même à des vitesses qui sont un peu, pour les meilleurs, c'est quand même un peu, c'est spécial quand même. Hein. Regardez une course d'enduro, il faut y aller pour comprendre, ça va vite quoi. Il faut faire de la mécanique. Alors là, en plus, ils gagnent une course par équipe, de la mécanique et par équipe. Alors par équipe, c'est quoi le principe? C'est-à-dire que en individuel, en enduro, il y a des spéciales, il y a des liaisons, mais par équipe, vous répartissez comment le classement? Il est fait comment? En fait, il faut un cumul de tous les chronos de la journée. Des 4 pilotes. Donc vous faites comme chaque journée individuel, sauf que c'est les pilotes d'une nation qui sont regroupés. Voilà, chaque nation, ils font le cumul des 4 pilotes, et à la fin de la journée, ça fait le temps, et ainsi de suite chaque journée. C'est comme ça. D'accord. C'est la nation la plus rapide. Ouais. On est la nation la plus rapide en 2024 en enduro. C'est réglé. Ça, on peut le dire. Donc tu es champion du monde. C'est ton premier titre de champion du monde? Oui, exactement. Et alors, ça fait quoi? Ça change la vie? Ouais, le matin, tu te réveilles, t'es mieux? C'est pas que je suis mieux, c'est que ça me donne encore plus envie de travailler. Je suis encore plus motivé. Parce que, oui, on a eu le titre de champion du monde par équipe. On se repose pas sur ses lauriers dans ces cas-là? Il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Toujours travailler pour aller chercher le titre aussi en perso. Quand tu parles, t'es titré, t'es champion du monde. Et souvent on dit je suis champion du monde aux 6 jours, et on dit à la fin seulement par équipe. Mais on garde dans un premier temps le titre à titre personnel. Donc, et on annonce à la fin de la phrase par équipe. Les amis, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ils réagissent comment quand un jeune de ton âge dit je suis pas champion du monde en mathématiques ou en français ou quoi que ce soit, j'ai pas eu le diplôme d'excellence, j'ai pas fait des écoles, mais je suis champion du monde d'enduro. Comment réagit une famille qui t'a laissé faire tout ça? Mes parents, oui, par contre, ils sont pas du milieu, c'est sûr. C'est pas des motards? Pas du tout. Pas du tout. Ma famille, ils sont pas du tout là-dedans. Mais ça reste quand même... Ils sont fiers de... On va dire de porter... En fait, je porte mon nom comme il faut, quoi.
Du coup, c'est quand même... Espinasse. Alors, Espinasse, forcément, t'es marqué régionalement. T'es pas du Nord. Non, t'es ça, pas de c'est Dunkerque. Ça, c'est T'es sûr. pas de Dunkerque. D'accord. Ça, c'est sûr. Quelle ville? Moi, je suis né à Toulouse. T'es né à Toulouse. Ouais. D'accord. Maintenant, Et je suis dans le Tarn, à Albi. à Albi. D'accord. Grande terre de pilotes, hein, Albi. Et pourquoi t'as Ouais. pas fait du rugby? J'ai essayé, mais le sport co, c'était pas mon truc. Théo, j'ai une question. Dans le milieu de l'enduro, dans la vitesse aussi, il y a beaucoup de pilotes. Tu disais, tu viens pas d'un milieu de motard. Tu fais exception quand même. Parce qu'il y a beaucoup de tes adversaires et coéquipiers aussi qui viennent à l'enduro et au cross parce qu'ils sont d'une famille de crossmen. Exactement. Moi, c'est sûr que la plupart des pilotes, les parents en faisaient. Et les emmènent. Ils les amènent, exactement. Moi, je suis parti de là à l'aventure avec mon père et ma mère quoi, au début. Et puis après, on a rencontré Pascal Finot. Ouais, Du coup, d'accord. c'est lui qui s'est occupé de moi Ah oui, pendant quand on est 6 ans. près de Toulouse. Ouais. Pendant 6 ans. Et, Donc, entraîneur de l'équipe de France, hein, Pascal Finot, d'enduro. Donc, c'est bien. Bonne rencontre. Un grand disciple de Tardieu Moto, Ouais. quand il était gamin. c'est lui qui m'a appris un peu la moto. Et puis, c'est monté crescendo. Et voilà où j'en suis maintenant avec du travail, quoi. C'est D'accord. Et là, tes prochains objectifs, c'est quoi? Est-ce que c'est plus individuel ou tu voudrais refaire, aller à la conquête de nouveau d'un titre? tout. Moi, ouais, j'aimerais faire le grand chelem, comme on dit. Tout, quoi, en fait. C'est-à-dire, voilà, France, mondial perso et refaire les ISDE. Parce que quand même, on vient à la plaque rouge. Et ça, c'est quand même... Alors, c'est dur. La plaque rouge, plaque rouge. on précise, la plaque rouge en tout terrain, c'est la plaque de leader, de champion, c'est ça. Exactement. Quand on a la plaque à fond rouge. La plaque à fond rouge, on peut pas avoir mieux, quoi. Ça. Parce que, bien sûr, le truc qu'il y a, c'est qu'en enduro, comme ils peuvent le voir, les catégories, par exemple là aux ISDE, on a le fond rouge. Mais tout le monde l'a, en fait. Ouais. Du coup, c'est ça où les gens peut-être ne vont pas le comprendre, c'est que ça, c'est juste la catégorie et aux ISDE, c'est rouge. Du coup, mais en plus d'être rouge, on l'a en or. C'est quand même incroyable. Et c'est là où c'est le plus dur de revenir sur une épreuve et de reconfirmer. Eh ben, Théo, on va suivre ta saison 2025 et on va suivre ça de près. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci. Merci Théo. La suite de Power Sport News avec sur notre plateau toujours Pascal Tomec évidemment et Eric Sélis avec nous. Salut Eric. Salut David, bonsoir Pascal. Bonne surprise de t'avoir ici sur le plateau. Bon, tu pourrais être à ma place. Voilà, le métier, tu le connais par cœur. C'est notre rubrique culture. Et Eric, toi, c'est difficile de définir tes fonctions tellement il y en a en fait. Parce que tu es pluridisciplinaire, speaker, pilote, journaliste, commentateur, essayeur, et j'en passe, et des meilleurs. Comment tu te présenterais, toi? La difficulté, je te la renvoie. Comment tu te présentes? Je ne saurais pas dire, mais à la limite, je dirais passionné déjà, ça c'est une évidence. Après, le rôle... journaliste, après, tu le sais autant que moi, on peut dire que tu as les mêmes qualités et les mêmes défauts que moi dans la mesure où on fait tous beaucoup de choses, enfin toi comme moi. Et la plus grande difficulté, c'est peut-être ou je dirais la plus grande facilité, c'est peut-être d'arriver à se présenter en fonction de la situation. Les images qu'on voit derrière toi, je peux dire que je suis présentateur. Et puis, quand on va me voir sur une moto, je vais dire que je suis essayeur. Et puis voilà. Après, mon univers, c'est les sports mécaniques en général. Et l'idée, c'est de faire le boulot le mieux possible. Alors moi, je dirais quand même que tu m'as inspiré, Eric. Voilà, quand je suis arrivé, on était ici, à Clichy, même dans ces bâtiments aux éditions La Rivière. Et toi, tu étais essayeur, avec le statut d'essayeur. Je ne sais pas si ça te parle, oui. Pascal, mais l'essayeur a une auréole au-dessus de la tête. Fais attention. Et alors... Moi, quand j'ai été essayeur, toi, tu étais déjà passé à autre chose. Tu étais dans la télé. Je me suis dit, oh là, ce gars, il est dingue. Voilà. Et donc, à chaque fois, moi, je suis à l'aspi, quoi. Je te suis. Et en fait, toi, tu es donc dans tes attributions aujourd'hui, tu es speaker de plusieurs courses, tu es commentateur, tu es toujours journaliste, toujours essayeur. Et quelle est ton actualité, Eric ?
En ce moment, pour être très franc, je suis plutôt concentré sur le deuxième événement européen en termes de salon, c'est-à-dire le salon du deux roues qui va avoir lieu du 13 au 16 février à Lyon. Tu vois, je fais bien la promo aussi. Ouais. De toute façon, j'ai tout à apprendre. J'ai rejoint l'équipe de Jacques Monchanin sur cette période-là, hivernale, et c'est grâce à toi d'ailleurs, puisque si tu te rappelles bien, quand on avait fait le salon en virtuel, le salon part en live, je m'en rappelle il me semble que tu m'avais appelé le lundi soir à 18h pour vous sauver la mise et que j'étais sur le plateau le mardi matin. Voilà. Exactement, donc, tu nous as sauvé la mise. Et d'ailleurs, il y avait un réalisateur qui faisait ses débuts là. Ouais, il avait du mal à appuyer sur les bons boutons, donc là il est en régie, donc j'espère que ça va bien se passer aussi. Quand tu n'as pas oublié les piles. Ouais, là il n'y a pas de piles sur la régie, donc Eric il est bien. Ah, il a les oreilles qui sifflent dans ouais, ça l'arsène pas trop dans les oreilles, donc voilà. Non mais j'ai ça donc comme actualité avec le salon du deux roues qui est quand même un excellent salon, un gros événement. Je travaille aussi sur une autre partie qui est de redynamiser et de pérenniser l'émission Talkback GP que j'ai créée dans la logique et dans la continuité de ce que tu avais mis en place avec After Sunday. Donc il y a ce débrief MotoGP sur lequel Pascal nous suit à travers les fiches techniques qui est une présentation de chaque Grand Prix avant l'épreuve. J'ai Michel Turcot avec moi, Thomas Morcellino, puis Adriane Martini qui est un peu comme Eric Communier, qui est la personne de l'ombre. Toute la même clique en fait. Voilà, mais les personnes de l'ombre sans qui on ne serait pas grand-chose s'ils n'étaient pas là. Donc il faut aussi savoir les remercier quand il faut. Et puis après, je m'occupe aussi de pilote parce que ça m'est aussi arrivé. Et oui, il y a ça aussi. Tu as été manager de pilote, bien sûr, avec Greg Leblanc notamment. Voilà, pendant 11 ans. Et puis là, je vais cette année, j'espère pour de nombreuses années aussi, assister et aider Valentin Debise. Valentin Debise, voilà. Qu'on a vu à la conférence de presse de la FFM en décembre. Eric, tu as commencé pilote, tu as commencé par quoi ? J'ai commencé par accident. Ça, c'est un bon début, ça. Là, je travaillais, pour être très franc, pour faire la chronologie, je travaillais à la BNP. Voilà, je travaillais pendant 4 ans à la BNP. Et tout le monde disait c'est bon, il est placé, le petit Eric. Là, ma mère, oui, quand je lui ai appris que j'allais à Moto Revue, c'est sûr qu'elle me voyait un avenir tout tracé. En fait, je travaillais à la BNP et dans l'agence où un concessionnaire en devenir et un pilote également, c'est Didier Hamdi qui avait Open Bike à l'époque, avait son compte. Didier Hamdi, et qui est maintenant chez Murit, qui est propriétaire de Murit Moto. Et Didier Hamdi avait son compte et en fait, comme je parlais un peu de moto aussi, c'est moi qui gérais un petit peu son compte. Et puis de fil en aiguille, je me suis rapproché de lui, j'étais plus souvent à la concession, etc. Et il côtoyait à l'époque la fine équipe de Moto Revue, donc Christian Delahaye, qui est l'une des figures aussi emblématiques de Moto Revue. On peut en parler. Ça date du siècle dernier, mais c'est des noms qui résonnent. Moto Revue, évidemment. On est dans les locaux. Voilà. Quelque part, on est chez Moto Revue. À l'époque, il y avait une très très belle brochette d'essayeurs, puisqu'il y avait Christian Delahaye, Thierry Espier, qui avait arrêté sa carrière de Grand Prix moto. Il y avait Philippe Gors, il y avait Nicolas Armand, le regretté Nicolas Armand, et puis le photographe, c'était Pierre Le Guévac, qui était posé. Je parle pour la partie route, puisqu'en tout terrain, il n'y avait pas de boulant, etc. Donc c'était des noms, et c'était quelque chose qui donnait de la plus-value au journal. Et puis, il y a eu un accident malheureux lors d'un essai à Moto Revue à Croix-en-Terre-Noire. Et du coup, il a fallu remplacer un essayeur. Il y a une session d'essai de plusieurs personnes. Et puis, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais de fil en aiguille, je suis rentré à Moto Revue comme ça, par l'intermédiaire d'une sélection qui a été un petit peu retardée dans le cheminement, etc. Mais voilà, je suis rentré à ce moment-là à Moto Revue. Et alors, la suite logique, c'est pilote, quoi. La suite logique, c'est pilote. On rentre à Moto Revue, on finit pilote, forcément. Voilà. En fait, l'idée, ça avait été une idée que j'avais proposée à l'époque au rédacteur en chef qui venait à l'époque du journal d'en face, c'est-à-dire Moto Journal, puisque c'était la guerre entre Moto Revue. On peut parler de guerre entre Moto Journal et Moto Revue. Aujourd'hui, ils sont regroupés ici chez les éditions La Rivière. Et donc, en fait, l'idée que j'avais proposée, c'était de monter une équipe Moto Revue pour faire les 24 heures du Mans. Et en fait, ce qui avait plu au rédacteur en chef de l'époque, c'était de voir une Moto Revue sur un événement Moto Journal. Puisque les 24 heures du Mans étaient en partenariat avec Moto Journal. Donc c'est un montage qui lui avait plu.
Et puis, ça a représenté aussi pour moi pas mal de choses parce que c'était entre guillemets déjà l'envie, et ça tu me diras pas le contraire, de créer des choses, puisque je crois que tu as roulé au bol d'or sur une entreprise un peu Eric Sellis approved avec Thierry Tracan. Oui, avec Thierry et Tracan, puis avec rédac chef de Moto Revue actuel. Voilà. Et on a fait d'abord 99, puis 2004 avec Kevin Schwantz. Voilà. La légende Kevin Schwantz au bol d'or. Il y a des pilotes qui m'ont dit, Vincent Philippe m'a dit, je le doublais pas, je restais derrière pour me dire que j'étais derrière Kevin Schwantz. Ouais. Et d'autres. Hein, voilà. Et d'autres. Et donc en fait, on a monté ça comme ça. Et puis donc j'ai fait un peu de vitesse, à mon très humble niveau. Et puis quand je suis rentré à Moto Revue, j'ai un palmarès que personne n'a à Moto Revue, c'est que j'ai cassé 7 motos en 6 mois. C'est pas mal, j'ai essayé. Dont une le premier jour. Et je pense que ça a été un mal pour un bien, je le dis maintenant. Mais c'était une ZX 7R. Et je partais en essai avec Christian Delahaye. Et je pense que. Et ça, c'était pour Moto Revue que tu avais le premier jour. Le premier jour. C'était à l'époque, c'était Quai de l'Oise. Il y a prescription maintenant, donc on peut en parler un peu plus librement. Vas-y, lâche tout. Hein. Non, mais je suis parti de chez moi à Chevilly-la-Rue. J'ai pris le métro, la ligne 7. Je suis monté jusqu'à je ne sais plus quelle station. Je suis arrivé au Quai de l'Oise à pied. J'ai fait ma journée. Je suis reparti le soir avec ma moto. Et pour ne rien te cacher, j'ai pris la direction d'Open Bike pour montrer à Didier Hamdi que ça y est, j'étais intégré à Moto Revue. Et à 500 mètres de chez lui, il y a une bétonneuse qui est sortie de la droite. J'ai freiné, j'étais sur un passage clouté. Et... Ça, c'était ton premier jour. Premier jour. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à faire mieux, c'est Emmanuel Cadieux. Ah oui. Alors, grand chef des essais de Moto Revue, lui. Mais lui aussi, il a broyé une moto dès le premier jour. Il y a eu des opérations comme ça. Il y a eu l'opération contre le TGV, Moto Revue contre le TGV, tout ça. Tu t'en souviens de ces opérations complètement même celle folles avec Kevin Schwantz, qui était un pilote emblématique Suzuki Motul. Et puis, je dirais, tout ce qui a pu se faire qui sort de l'ordinaire, c'est fait avec vous deux, messieurs. Donc vous ne cachez pas derrière quelque chose. Vous êtes les inventeurs d'une multitude de choses bizarroïdes qui sont sorties dans la presse. Hein, mais... C'est vous les responsables. Enfin, le TGV, c'est pas nous. Mais le TGV, pour rappel, il y a eu une course organisée par la rédaction de Moto Revue contre le TGV. Et ils ont fait Paris-Lyon plus vite que le TGV, Paris-Marseille plus vite que le TGV, Paris-Londres plus vite que l'avion. Faut pas l'oublier, ça. Ils ont quand même réussi à faire un Paris-Londres plus vite que l'avion avec une 500 RG à l'époque, une Suzuki. Et ils avaient un hélicoptère pour traverser la Manche et ensuite arriver au centre de Londres plus vite que l'avion. Aujourd'hui, on le fait plus. En fait, ça s'est arrêté. Tu sais pourquoi ça s'est arrêté ? Non, dis-moi. En fait, ils avaient programmé 300 km/h dans Paris. C'était le défi du spécial été. Du hors-série spécialité, 300 km/h. C'est plus très bon. C'est 300 km/h dans Paris. Ils avaient fait les repérages, etc. Et en fait, ils faisaient ça sur les quais. C'est-à-dire qu'ils s'engageaient sur les quais. Je ne dirais pas le nom du pilote qui devait s'engager. Il devait y avoir des personnes qui bloquaient les accès pour permettre justement, à un moment, il y a une rectiligne sur les quais de pouvoir prendre 300 km/h. Et à l'époque, c'était Éric Breton, le regretté Éric Breton, qui était rédacteur en chef, qui reçoit un coup de téléphone, il l'avait expliqué 3 semaines avant, préfecture de police, bonjour, on voudrait vous convier, vous êtes un magazine spécialisé de la presse moto sur les problèmes de sécurité moto, etc. Et là, il a dit, on peut pas, si on veut être cohérent, on ne peut pas aller cautionner des discours sécuritaires, et en même temps, voilà, et ça s'est arrêté comme ça. Merci Eric. Pascal, tu restes avec nous ? Oui. Et on continue l'émission. Merci Eric. Merci à vous pour tes conseils de sagesse. Merci. Je ne sais pas s'ils sont sages, mais en tout cas, voilà. À tout de suite. De retour sur le plateau de Power Sport News numéro 10. Pascal Tomec a cédé sa place, et volontiers d'ailleurs, à toi. Damien Saulnier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour David, bonjour à toutes et tous. Avec toi, Sullivan, bonjour. Bonjour David. Donc tu travailles avec Damien, tu es mécanicien au CERT depuis combien d'années ? On va entamer la 3e saison. La 3e saison, ouais. J'ai plein de questions à te poser, Sullivan. D'accord. Mais d'abord, merci messieurs, merci d'avoir amené votre bijou. Elle est magnifique. Elle est championne. Ouais, elle est championne surtout, elle est championne du monde. Sullivan, quand on bosse dessus, à un moment, bon, c'est un honneur, mais à un moment, tu passes le cap. Après, c'est le travail, quoi. C'est un objet, faut la rendre compétitive, la moto. C'est ça, exactement. On apporte à chaque fois des pièces nouvelles et on essaye d'être une rigueur énorme. Et c'est un grand plaisir chaque jour de bosser sur cette moto. Damien, toi, tu es aujourd'hui manager du CERT. Tu gardes des fonctions de professeur de mécanique.
c'est ça, au Toujours. lycée Le Mans Sud. Toujours avec le lycée Le Mans Sud, toujours avec le junior team Le Mans Sud Suzuki depuis 28 ans. En fait, tu as cumulé les fonctions, c'est-à-dire tu continues à être professeur et puis tu es patron du CERT avec les Japonais de Yoshimura, mais pendant longtemps, tu as été à la tête du junior team, c'est-à-dire le team support du CERT. Exactement. C'est ça. Et donc, avec des étudiants, avec des mécaniciens, des jeunes mécaniciens, le but, c'était de former des jeunes à la mécanique et de les emmener jusqu'au plus haut niveau de la compétition. Exactement, c'est une formation qui a débuté rentrée scolaire 1997 pour la saison sportive 1998 où on avait fait rouler 3 filles sur la moto à l'époque. Donc c'était des Honda, 98, 99 et 2000. Oui. Et à l'initiative de Jean-Claude Chemarin parce que il y avait besoin de créer une formation qui devait répondre à une demande de la profession parce qu'il n'existait pas de formation de mécanicien. Jean-Claude Chemarin, pour mémoire, star locale et vainqueur en endurance à de multiples reprises, sur Honda du d'ailleurs. Mans, bol d'or, champion du monde d'endurance. Et moi, c'était mon manager, c'est lui qui s'occupait de nous quand j'étais au sport études moto à l'époque, quand j'étais élève. Donc là, je Tu as parle. fait sport études moto et tu l'as bien rendu derrière. Donc ce projet naît à l'initiative de Jean-Claude Chemarin. De Jean-Claude Chemarin, exactement. Rentrée scolaire 97, il a la bonne idée de me dire on va monter une section de compétition moto comme il existait, qui s'appelait la filière ELF à l'époque. Maintenant, c'est la FFSA Academy. Et l'idée, c'était de faire la même chose avec la moto comme il avait été créé avec la voiture. Et ça existe toujours depuis 1988 ? Alors, le sport-études s'est arrêté, il a été déplacé. Ouais. Mais la section de compétition moto, la formation que je m'occupe donc depuis 1997, elle n'a jamais cessé d'exister. Et je dirais que c'est une des 3 seules équipes, je pense, avec la Bolliger, le CERT et le Junior Team, à avoir fait tous les 24 heures du Mans, tous les bols d'or depuis toutes ces années, sans interruption, sous le même nom. On va enquêter pour savoir qui de Bolliger ou du Junior Team est le plus ancien. Mais je crois que ça se dispute. Bolliger. Il y a National Moto aussi. Alors, je crois qu'il y a eu une ou deux interruptions. Voilà. Sullivan, tu es de quelle promotion ? Et en combien de temps tu as fait ta formation ? Moi, je ne suis pas du tout passé par le junior team. C'est un hasard que je sois arrivé ici. Merci. Allez, au revoir. Sudon, c'est un produit local du Mans. Produit local. Alors, explique-nous ton parcours. Exactement. Moi, je suis du Mans, comme vient de l'expliquer Damien, et j'ai fait 8 ans de mécanique moto, sur le Mans aussi. Oui. Et un hasard, j'ai appris dans mes connaissances que Damien recherchait un mécanicien, et je me suis présenté, et on a fait des essais, et ça a matché. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. D'accord. Et alors, avec des jeunes aussi, il y a de la formation, comment vous Non, on fonctionnez ? est plus sur le côté, certes, on travaille avec les jeunes, bien évidemment, mais on s'en occupe pas, on va dire. Mais on est là pour les aider s'il y a besoin, mais moi, on est plutôt indépendant dans le CERT. Alors, toi, ton parcours à toi, comment c'est venu, la mécanique ? C'est venu naturellement ou c'est quelque chose qui est, je dirais, des amis, par connaissance, par famille ? Non, comment c'est venu ? C'est naturellement, voilà, étant jeune, le vélo, la mobilette, et puis après, on veut évoluer, et puis après, je me suis lancé dans la mécanique moto, et j'ai fait 8 ans avant de rentrer au CERT au sein d'une concession, et après, le hasard a fait que Damien cherchait un mécanicien, et me voilà arrivé là. Quand on habite au Mans, Sullivan, forcément, on lorgne sur l'endurance ? Oui, le circuit, on a toujours un œil dessus. Quand on est jeune, on a toujours envie d'y rentrer quand on entend un bruit, quoi que ce soit. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir y rentrer facilement, quoi. Damien, des jeunes comme ça, tu en as vu passer beaucoup dans ton écurie. Comment ça se passe, le recrutement des mécaniciens ? Est-ce qu'il y a un cap à passer ? Il y a des épreuves ? Il y a quoi ? Alors, si je reviens un petit peu sur le profil et le parcours de Sullivan, Sullivan a suivi une voie magasin de moto, etc. Quand on cherchait du monde, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est d'envoyer un message. On a un groupe WhatsApp sur les anciens élèves du junior. Et les anciens élèves, je dirais qu'ils ont du travail, ça travaille dans la course, ou certains sont... Donc ils sont pas dispo en fait. Ils n'étaient pas dispo, donc dans un premier temps, désolé Sullivan, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message aux différents groupes d'élèves, mais je savais que Sullivan était dispo, avait peut-être l'envie de venir chez nous, etc. Ces petits polos anciens... mécano du CERT, qui fait partie de l'histoire du CERT, qui m'a dit mais il y a Sullivan sur le Mans, etc. Si t'as pas d'élèves carrément, c'est la solution aussi parce que c'est une bonne idée. Il est du Mans, il est en local, il habite pas loin, ça remplit. Là, c'est Damien a quitté le groupe. Allez, et puis t'as pris. D'accord. Parce que l'idée, et tu le dis à juste titre, c'est que les élèves du coup aillent dans la course après. Donc dans un premier temps, j'ai contacté les élèves. Sullivan, je savais qu'il était dispo, c'était une très belle option de l'avoir avec nous. Mais après, les élèves vont dans la course. Donc dans un premier
premier temps, on a un recrutement qui se fait au niveau national. D'accord. Ok, on reçoit une 50-70 dossiers. Ok. Vous avez toujours plus de dossiers que d'accepter. Hein. Complètement. Ouais. On reçoit 50-70 dossiers en fonction des années. Ouais. Je sélectionne maximum une trentaine de dossiers. Oui. Je fais venir ces 30 personnes à l'atelier, au Technopark. D'accord. Ok. À quel moment dans l'année? Après, en juin, juillet, à la fin des examens. Et Damien, j'ai une petite question sur la sélection. Tu parles de sélection. Est-ce que tu les prends, tes élèves, tu sélectionnes les dossiers en fonction des compétences pures ou l'attitude compte? Parce qu'on est quand même dans un environnement scolaire. Donc Alors oui, effectivement, on est complètement dans un univers scolaire. Les jeunes arrivent avec un bac pro et un BTS mécanique moto. Très bien. Ok. Formation post-BTS. Concernant le recrutement. Oui. 2 choses. Avoir des bons dossiers, super notes et tout, ça c'est évidemment c'est important. Assiduité. Exactement. Ouais. Mais si j'ai ce super dossier avec des notes béton et appréciation, élève, caractère particulier, dommage que son tempérament ne permette pas d'évoluer parce que voilà, ça je veux pas. Si j'ai un dossier avec des notes plutôt bonnes, personnage agréable, sympathique, fait preuve d'une certaine dynamique, Ouais, parce etc. Ça m'intéresse. Il y a des annotations sur le comportement, souvent. Exactement. Parce que le problème, c'est qu'après, quand on va avoir du stress, de la pression, Voilà, mais ça, la contrainte de la course, etc., je vais demander à Sullivan, ça c'est m'intéresse. là où après, ça peut être compliqué. Et comme je dis aux élèves souvent, comme je lis sur ton dossier, comme tu étais, comme tu es, et globalement, comme tu seras. Donc après, quand on c'est rentre... beau, c'est beau. C'est beau, c'est poétique, je sais c'est pas. vraiment beau. Mais il est vrai qu'après, quand il y a du stress, de la pression, il est 4 heures du matin, on vient de louper un ravitaillement et tout, il faut pas perdre le fil. Donc je préfère avoir un dossier correct, mais avec quelqu'un d'un tempérament positif. Ouais, parce que etc. tu peux le monter en compétence, cette personne. C'est-à-dire que si les compétences sont un peu limitées, tu peux aller le faire progresser. Par contre, le comportement, ça peut être un problème. Il peut aussi progresser en comportement, hein, bien sûr. Par expérience, comme tu étais, comme tu es, comme tu seras, les compétences, si elles sont pas toutes là, c'est beau. si les compétences ne sont pas toutes présentes, je le vois encore cette année avec les nouveaux élèves, je leur demande des choses qu'ils n'ont encore jamais fait et je vois l'évolution qu'ils ont eue depuis qu'ils sont arrivés au moment des vacances de la Toussaint. Même Sullivan, des fois on en parle, commence à y avoir certaines affinités avec les élèves et tout, et même s'il le dit à juste titre, c'est pas lui qui forme les élèves, mais il passe quand même beaucoup de temps avec les gars et filles. Et filles, bien sûr. Constance nous a rejoint, une fille, ouais. un BTS qui est formidable et tout, et remplit ça match comme les gars. Ouais. Et là, à la fin d'une session, c'est 2 ans la formation. Un an. À la fin, c'est comme les colonies de vacances, tout le monde se sépare en pleurant. C'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça, je compare un peu, et je leur disais l'autre fois, ils en parlaient, parce que là, on va arriver en période de vacances. Ouais. Et ils en parlaient. C'est qu'on a un petit peu comme la Starac. C'est la Starac. Mais il faut le filmer. C'est la Starac, Faut la Starac de la moto. On va venir faire une petite émission. Sullivan, comme disait Damien, il faut des qualités non seulement techniques, mais il faut des qualités humaines et des qualités aussi des qualités pour supporter le stress. Parce que à un moment, il y a une différence entre les cours où, pour ce qui te concerne la concession, le client est pas content, il y a un peu de pression. Mais là, c'est pas pareil quand même. Non. La compétition, le haut niveau, à un moment, la moto tombe, Greg rentre ou un autre rentre avec la moto en panne ou la moto cassée. Il y a un stress énorme. Oui, énorme. malheureusement. Faut quoi comme qualité pour gérer ça? Des qualités, je ne sais pas s'il en faut une particulière, c'est l'humain qui parle, mais c'est surtout ce qui nous aide beaucoup dans le team et ce qui fait notre qualité, c'est qu'on fait un cocon tous ensemble. Et sur le coup, comme vous dites, sur une chute ou quoi que ce soit, on va réparer la moto avec un peu de stress, mais on va être concentré. Mais c'est surtout après, sortie de cette intervention, on passe tout de suite à autre chose et ça nous aide complètement à extérioriser. Mais ça vous met quand même en contrainte, ça vous pousse dans vos retranchements des fois. Oui. Il n'y a jamais de prise de tête entre vous? Sur place, non, honnêtement, il faut surtout pas parce qu'on part pour 10 jours ensemble. Si comme vous dites, une prise de tête sur le 2e jour, on sait que on a toujours tous un petit peu de rancœur ou quoi que ce soit, ça va revenir à un moment. Et Damien, il envoie pas les outils à travers la tête des gens? Non, Damien, il touche plus aux outils arrivé sur la course, c'est ça l'avantage. Damien, est-ce que tu as eu dans tes souvenirs un cas particulièrement difficile à gérer en pleine course avec tes mécaniciens? Junior ou certes? L'un ou l'autre? L'un ou l'autre, je dirais certes non, parce que les choses, parce comme qu'ils le dit sont pros, Sullivan, c'est pro, c'est hyper rodé. Pourquoi Ouais. ça fonctionne aussi bien que le dit Sullivan à l'instant, c'est aussi parce qu'on s'est énormément entraîné, on a énormément préparé les choses. On essaye d'anticiper et de pallier à ce qui pourrait nous arriver, d'aller plus loin qu'eux. Ouais.
Donc là, je pense que les choses sont quand même globalement bien organisées. Ouais. Et aux juniors, après, là par contre, j'en ai une petite ribambelle de... Problème de cœur, problème d'embrouille. J'ai tout eu, je suis le destructeur de couple. Ah ouais, c'est toi. J'ai tout Oui, eu. bien sûr, bien sûr. Le bon exemple, une bonne prise de tête qu'on avait eue, c'est, je me rappelle, c'était Lucas de Caroli, c'était sur un bol d'or. J'ai un de mes coéquipiers passé. Exactement, je sais, exactement. Et on était sur un bol d'or, on était dans le top 3 des super stocks et il se met à pleuvoir, on change les roues, normalement on remettait du refilling, on remettait de l'essence et le gars qui était à l'essence, il n'était pas là, il était au téléphone avec sa copine dans la SMI. Ah, il y avait un embrouille. Ah, il y a une petite embrouille, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, quand il s'est aperçu que ça, on le cherchait partout, la moto elle a chauffé, elle a perdu de l'eau. Et ça y est, c'est la cascade d'embrouille après. Parce que perdu de l'eau, la moto repart, elle fait 4 tours, elle chauffe, elle rentre, on descend dans le classement, on repart, on tombe à cause d'un problème à la base. À cause de ça, c'est un peu la cascade. C'est la cascade, exactement. En route. Donc là, j'étais pas très content. T'étais pas content. Non, puis il y en a 3 qui font des ronds pendant 24 heures qui n'étaient pas très contents non plus. Pourtant, c'est une crème, hein, Lucas. Mais bon, c'est vrai que. Là, il avait la tête rentrée dans les épaules. Il est grand, donc. Non. Alors, Lucas de Carolis, hein, pour info, c'est sur la plus haute marche d'un podium qu'il a demandé sa femme en mariage. C'est concept beau. Quand même, hein, à Barcelone. Hein. C'est donc, voilà. Alors, tes mécaniciens, tes élèves, ils deviennent quoi, Damien? Ils trouvent tous du travail ou des fois c'est compliqué? Alors je dirais que sur les 10, tous les ans, il y en a 1 ou 2 qui arrêtent la course parce que c'est contraignant, c'est du temps, c'est des sacrifices. Certains veulent un confort de vie assez rapidement parce qu'il y a déjà une vie de couple qui se programme et tout, donc pas de problème. Après, sur ceux qui vont rester là, par contre, on ira dans la course. Alors la course, c'est super vaste. On peut aller chez des motoristes comme chez Akira, il y a des gens qui peuvent aller comme chez PFP dans la suspension, il y en a qui vont se mettre à leur compte, auto-entrepreneurs, préparer des motos pour d'autres teams. Là, il y en a un qui est parti chez Tech 3, il y en a qui vont aller dans le cross. Donc en MotoGP, en Superbike, exactement. En préparateur moteur. Sullivan, c'est beaucoup de sacrifices, ce métier? Parce que c'est les week-ends, les courses, quand même. Ouais, c'est ça. Après, on est au courant de la chose. Beaucoup de sacrifices, oui et non, je dirais. Après, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est surtout... comment dire pour moi, c'est pas un sacrifice. Madame est au courant, madame accepte. Voilà. Nous, c'est un énorme plaisir. On n'a pas énormément de courses au championnat. Après, elle vient sur les courses? Elle vient de temps en temps? Ça lui arrive, oui. Ouais. Mancel? Ouais. Ouais, donc forcément, on vient au circuit. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et c'est parti pour la vie pour toi, ce métier? Je pense, oui. Je pense quand on rentre dedans, c'est très heureux d'en sortir. Alors après, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais c'est quoi t'as des rêves, d'accès à d'autres catégories, ou MotoGP, je sais pas, d'autres. Non, honnêtement, je vais pas dire que c'était mon rêve, mais c'est dans les plus recherchés que ce que j'aurais souhaité. Ah bah le CERT, hein, c'est un peu un Graal. Hein. Et en plus, voilà, pour une première, je tombe super bien, on va dire. Mais non, après le MotoGP, si on vient sur les contraintes, c'est quand même un autre step. Là, pour le coup, ça peut commencer à devenir contraignant. Là, je pense 22 courses. Ouais. J'en sais quelque chose. Moi, non, mais c'est vrai que c'est des sacrifices. Moi, on entre dans un autre registre. Nous, on a en gros 6, 7, 8, 9 déplacements dans l'année avec les essais, etc. Sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont au Mans. Les Prémont et les 24 heures moto, c'est au Mans. Donc, c'est pas un vrai déplacement. Donc, on n'a pas beaucoup de déplacements. C'est pas beaucoup de contraintes, même si on part des semaines entières. À comparer du Mondial Superbike ou du MotoGP avec 21, 22 Grands Prix, là, coup de chapeau, parce que tu connais bien la discipline. Là, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des championnats entiers. Oui. C'est beaucoup de sacrifices. C'est une vie. C'est leur vie complète consacrée au paddock, finalement. C'est pas une vie de couple, c'est une vie de paddock. Vous pouvez, Sullivan, tu peux gérer une vie de famille, une vie de couple et ton métier. Ça se concilie. Oh oui. Après, je ne suis pas encore papa ni rien, mais je pense que Damien est un exemple, je dirais. Mais tu as des confrères, enfin des collègues. Oui, c'est ça, exactement. Très bien. Et il faut un gros cœur pour faire ce métier. Merci, messieurs, merci Damien d'être venu. Merci Sullivan d'être venu. Merci beaucoup à vous. Et puis, on vous souhaite encore autant de succès que cette saison 2024, que la saison passée 2024, puisque cette moto est championne du monde en titre. Merci. Nous, on se retrouve le mois prochain dans une prochaine émission Power Sport News, et on va peut-être te demander de nous reprêter cette moto, parce que on aura peut-être un de tes pilotes dans le prochain numéro. Je valide. Merci.